Je suis Johan de Marketing 301, le podcast qui aborde des sujets marketing souvent jugés complexes alors qu'en réalité, il suffit de comprendre certains mécanismes pour décupler les ventes de votre business en ligne. Après avoir créé une agence digitale en 2010 puis avoir racheté une société e-commerce en 2013, toutes deux toujours en activité, j'ai fait le choix de vous transmettre mes meilleures compétences à travers Marketing 301. Bonne écoute. Bonjour, donc aujourd'hui on va voir quel hébergement choisir pour son site e-commerce. Donc l'hébergement, il faut savoir que c'est la base, c'est vraiment la base d'un projet e-commerce et il y a vraiment beaucoup de e-commerçants qui se lancent et qui ne prêtent pas attention à cet élément qui va vraiment se révéler être déterminant en ce qui concerne d'une part les éventuelles conversions que vous allez pouvoir faire, mais aussi les résultats de votre positionnement dans les moteurs de recherche. Donc les performances SEO de votre site vont en grande partie dépendre de l'hébergement. Donc il n'y a pas uniquement l'hébergement qui va faire qu'un site est bien ou moyennement ou mal positionné dans Google, mais en tout cas c'est un des éléments fondamentaux qui va déterminer le positionnement. Donc un mauvais hébergement, déjà comment il peut se traduire, qu'est-ce que peut vous apporter ou qu'est-ce que peut avoir comme conséquence un mauvais hébergement pour votre site e-commerce. Et là je parle vraiment quel que soit le CMS utilisé et la solution utilisée pour propulser votre site. Un mauvais hébergement va impacter négativement directement la vitesse de votre site, le temps de chargement de vos pages, et donc pour faire plus simple, vous allez avoir un site qui risque d'être lent. Ensuite, vous allez vous exposer à des tentatives de hack de façon plus évidente que si vous étiez sur un hébergement plus qualitatif. Et enfin, un mauvais hébergement va être reconnaissable et va faire entrer en jeu la réputation de l'adresse IP sur laquelle votre site ou votre domaine est hébergé. Donc on va rentrer un petit peu plus dans les détails dans la suite. Mais voilà, c'est vraiment les trois choses qu'il faut avoir en tête. Quand on ne prête pas assez attention à la qualité de l'hébergement qu'on choisit pour lancer son site sur le web, on risque d'avoir un site qui est lent, exposé aux tentatives de piratage, et on risque d'avoir une mauvaise réputation d'adresse IP, et on va voir par la suite ce que ça peut engendrer pour le site. Donc en ce qui concerne la vitesse, on va relever des problèmes de vitesse. L'impact va être à deux niveaux. Premier niveau, un temps de chargement trop long, donc un site trop lent va impacter négativement l'expérience de vos utilisateurs sur votre site, c'est-à-dire que des utilisateurs qui vont venir et qui vont visiter vos pages vont se rendre compte que votre site est lent et vos pages sont longues à s'afficher et risquent de perdre patience. On va avoir quelques stats juste par la suite. Et deuxième chose, vecteur qui sera la conséquence d'une vitesse trop lente de votre site, c'est ce qu'on appelle le crawl budget. À savoir que Google, quand il va envoyer son bot, Googlebot, crawler votre site pour analyser le contenu de vos différentes pages, donc à savoir que le Googlebot va passer plusieurs fois par jour. Après exactement on peut pas le savoir, enfin il n'y a pas de règle exacte si vous voulez, ça dépend des sites, mais Googlebot va passer plusieurs fois par jour, par semaine et par mois donc sur votre site, et à chaque visite il va allouer un temps donné à visiter et à analyser les différentes pages de votre site, et plus il perdra de temps à analyser des pages ou à charger des contenus qui sont trop lourds, comme par exemple des images, moins il aura le temps de crawler des ressources différentes sur votre site lors de son passage. Je m'explique. Si Google vient sur votre site et alloue une durée de, on va dire, 1 minute, alors c'est un temps complètement donné au hasard, hein, voilà, on peut pas trop savoir exactement en fonction des sites le crawl budget, le temps qui est alloué pour le crawl du site. Mais admettons que Google alloue 1 minute à votre site pour crawler et analyser les différentes pages qui le constituent. Si déjà vous mettiez 30 secondes à afficher une page ou une image, eh bien Google ne pourra, dans le crawl budget qui vous a alloué, ne pourra crawler que 2 pages sur peut-être les 150 pages qui constituent votre site. Donc ça déjà c'est un premier élément qui explique pourquoi parfois dans la Search Console de Google vous voyez, vous savez que vous avez par exemple 500 pages disponibles sur votre site, mais dans l'index de Google il n'y a que 100 pages sur ces 500 qui sont connues de Google. Eh bien c'est un des éléments qui peut expliquer le fait que toutes vos pages ne soient pas indexées dans Google. Peut-être que vous avez un temps de chargement trop long et ce
temps de chargement trop long est peut-être la conséquence d'un mauvais hébergement. Donc par exemple, au niveau des statistiques, il y a différentes études qui montrent que on observe une baisse de 57% du trafic si le temps de chargement est supérieur à 3 secondes. Donc déjà, vous pouvez voir, vous, de votre point de vue directement, si votre site met plus de 3 secondes à s'afficher, et on estime à moins 57% du trafic si c'est le cas. Alors là, généralement, les études sont réalisées sur un panel assez important de sites et sur des sites généralement à fort trafic. Donc si vous lancez votre site, vous ne pouvez pas vraiment exploiter, mais tout ça montre bien que la vitesse d'un site est vraiment indispensable et très important dans ce qui va faire le succès ou l'échec de ce site. Ensuite, une autre stat qui a été relevée par une étude, c'est que moins 7% de taux de conversion ont été observés lorsqu'une seule seconde de trop a été mise à afficher un contenu. Donc vous pouvez perdre, avec une seule seconde supplémentaire d'affichage, vous pouvez perdre jusqu'à moins 7% par rapport au taux de conversion de votre site. Et enfin, 67% des utilisateurs qui ont été interrogés indiquent abandonner la visite sur le site s'ils observent des lenteurs. Donc là, on est vraiment dans le vecteur UX, User Experience, donc expérience utilisateur. 67 personnes des utilisateurs humains, là on ne parle pas de Googlebot ou de n'importe quel bot, on parle vraiment des utilisateurs humains. 67% affirment abandonner un site ou le quitter, passer au site suivant, lorsqu'ils estiment que ce site est trop lent. Par exemple, Amazon a communiqué sur des chiffres, à savoir plus de 100 millisecondes, une augmentation de 100 millisecondes du temps de chargement de leur page correspond moins 1% des ventes. Je m'explique. Lorsqu'Amazon subit des lenteurs, à hauteur de 100 millisecondes de temps d'affichage supplémentaire par rapport au temps d'affichage moyen de la totalité de leur site, ils remarquent une baisse de 1% des ventes, ce qui, à titre d'exemple, pour l'année 2016, d'après le chiffre d'affaires sur l'année 2016 d'Amazon, pourrait représenter 1,3 milliard de dollars. Donc juste pour 100 millisecondes d'affichage de temps de chargement supplémentaire, ça aurait représenté en 2016 1,3 milliard de dollars de chiffre d'affaires en moins pour Amazon. Donc c'est énorme. Là évidemment on est sur un site avec un volume de trafic extraordinaire. Donc c'est pas forcément, les chiffres ne sont pas forcément à prendre au pied de la lettre, mais tout ça pour montrer que plus le site est important et a de trafic, plus le temps de chargement va impacter directement le chiffre d'affaires. Ensuite, il y a Etam, la société Etam, qui a communiqué aussi il y a quelque temps sur les performances du site internet de la marque Etam, à savoir qu'ils ont amélioré leur temps de chargement de 700 millisecondes, donc soit 0,7 secondes, et en opérant cette optimisation au niveau du temps de chargement de leur page, ils ont obtenu plus 20% de taux de conversion. Donc c'est énorme. Ils ont quasiment presque gagné une seconde de vitesse sur le temps de chargement de leur page, et ça leur a permis d'accroître leur taux de conversion de plus 20%. Donc ça, c'est pareil, sur une boutique en ligne, c'est vraiment assez impactant le fait d'avoir un site plus ou moins rapide. Alors pour mesurer, vous allez me dire comment je fais pour mesurer et connaître le temps de chargement de mon site. Il y a plusieurs outils qui existent, certains gratuits, d'autres payants. Donc là, on va se concentrer sur les outils gratuits. Vous avez par exemple l'outil Pingdom qui n'a rien à voir avec Google, dans lequel vous avez un champ texte dans lequel vous allez pouvoir mettre le nom de domaine de votre site, cliquez sur analyser et le site Pingdom va analyser votre site et vous sortir une note qui va vous indiquer si votre site est plus ou moins performant en termes de rapidité. Alors je mettrai les liens vers ces différents outils dans les notes de l'émission. Mais voilà, Pingdom c'est un outil assez populaire. Moi j'aime bien un autre outil qui s'appelle Web Page Test, qui est un outil indépendant qui n'appartient pas non plus à Google ni à aucune société en tout cas à ma connaissance qui serait en lien avec Google, et cet outil, donc Web Page Test, va vraiment vous donner des statistiques très avancées en ce qui concerne le temps de chargement de vos pages. Il va vous détailler vraiment le temps de chargement de chacun des éléments, l'ordre d'affichage des éléments. Il y a plusieurs indicateurs qui sont très intéressants. C'est un petit peu technique, mais en tout cas si vous voulez des données vraiment
des vraies données vraiment précises, vous pouvez utiliser WebPageTest, à savoir que vous pouvez également choisir le serveur qui va aller analyser votre site. Puisque bien évidemment, un serveur, si votre site est hébergé sur une machine en France, donc sur un serveur en France, le temps de chargement depuis un serveur de l'étranger sera plus long que si vous faites le test depuis un serveur qui lui aussi est en France. Ça paraît logique, mais puisque le chemin est plus court, mais voilà, c'est important de le préciser quand vous allez faire vos tests. Si votre serveur est en France, indiquez vraiment dans l'outil WebPageTest la localisation du serveur de test comme étant en France. Alors ils changent un petit peu leurs infrastructures. Je sais qu'avant on avait la possibilité de choisir Paris, maintenant on est plus, si ma mémoire est bonne, sur Strasbourg. Enfin, peu importe, mais choisissez un serveur en France. Ensuite, vous avez l'outil PageSpeed Insight, donc là un outil Google qui est mis à disposition par Google qui va vous permettre d'avoir une note de 0 à 100 sur les performances en termes de vitesse de votre site. À savoir que cet outil n'est pas le plus complet, mais en tout cas il a le mérite de représenter exactement ce que Google considère comme un site performant en termes de vitesse ou non. Donc en fonction de la note, vous allez avoir des indications. Google va vous indiquer ce qu'il vous conseille d'améliorer, d'optimiser sur votre site. À savoir que la note, à chaque note correspond également un code couleur. À savoir que la note visée est supérieure ou égale à 80% qui correspond au code couleur vert. Donc il y a 3 codes couleurs. Vert pour les notes supérieures à 80%. En dessous, vous avez la note le code couleur orange. Et encore en dessous, vous avez le code couleur rouge. Donc si vous êtes dans le rouge, je vous invite vraiment à porter attention à ce point d'optimisation sur votre e-commerce. Là, on parle d'un point de vue vraiment Google PageSpeed. Donc on est plus sur le vecteur dont on a parlé au début, à savoir le crawl budget, donc l'importance du temps de chargement de vos pages pour Googlebot, mais aussi pour l'expérience utilisateur. Puisque si un site est rapide pour un utilisateur, il le sera pour les bots qui viennent analyser votre site. Et inversement, si un site est rapide pour un bot, il sera normalement aussi rapide pour un utilisateur humain. Donc, quel que soit le vecteur visé par l'outil de mesure, il est important d'avoir un site relativement rapide. Et enfin, vous avez un autre moyen pour vérifier là dans le temps l'évolution du temps de chargement de vos pages, c'est la Search Console de Google. Donc encore une fois, si vous n'avez pas lié votre site à la Search Console, je vous invite à le faire dès maintenant parce que c'est vraiment un outil qui va vous dicter et vous donner des informations assez importantes sur l'état du référencement de votre site dans Google. Donc Search Console, à savoir qu'il y a deux versions, une ancienne et une nouvelle qui arrivent petit à petit mais qui n'est pas encore complète, qui ne comprend pas toutes les options et toutes les possibilités qu'offrait l'ancienne version de la Search Console. Donc je vous invite à relier votre site à la Search Console de Google et à rester sur l'ancienne interface. Et sur cette ancienne interface, vous allez aller dans le menu Exploration, puis dans le sous-menu Statistiques sur l'exploration. Et là, vous allez avoir 3 graphiques. Celui qui nous intéresse dans cette partie, ça va être dans cet épisode, ça va être le dernier graphique qui s'appelle temps de téléchargement des pages. En d'autres termes, c'est le temps de chargement de vos pages. Vous allez avoir une valeur en millisecondes, avec la valeur la plus élevée sur la période de temps analysée, la valeur la moins élevée et la moyenne. Bon, à titre de comparaison, dites-vous que si vous avez une moyenne qui tourne aux alentours de 300-400 millisecondes, c'est très bien. Si vous avez une moyenne qui oscille plutôt aux alentours des 1000 millisecondes, ça veut dire qu'en moyenne, vos pages mettent 1 seconde à s'afficher du point de vue de Googlebot. Et là, c'est un petit peu long. Google préconise un temps de chargement optimal qui tourne aux alentours des 300 millisecondes. Donc voilà, si vous avez une moyenne qui oscille entre 300, 400, allez peut-être 500 millisecondes, c'est que voilà, vos performances ne sont pas trop mauvaises, on va dire. Par contre, si vous dépassez par exemple 500 millisecondes, c'est qu'il y a un point d'amélioration au moins sur la vitesse de votre site, et la réponse peut-être à votre problème, c'est peut-être la qualité de votre hébergement. Ensuite, on a vu que un mauvais hébergement pouvait augmenter votre risque, votre potentiel de hack sur votre site et donc sur votre nom de domaine. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous êtes sur un mauvais hébergement, peut-être qu'il n'y a pas de mise à jour régulière des logiciels qui permettent à l'hébergement de fonctionner, à savoir qu'un hébergement, un serveur, c'est rien d'autre qu'une machine, qu'un ordinateur sur lequel il y a un ou plusieurs disques durs, et sur ces disques durs vont vous être réservés un certain
une certaine partition, si on peut dire, un certain volume d'espace disque qui va être réservé à l'hébergement de votre site. Et pour fonctionner, un serveur a besoin de logiciels, de soft, et donc de mises à jour régulières, de mises à jour de sécurité, des mises à jour de fonctionnalités, de maintien du système. Et donc, il faut que votre hébergement soit régulièrement mis à jour. Ensuite, le hack, si vous ne monitorez pas et s'il n'y a personne derrière qui monitore l'activité de votre site sur le serveur de façon assez précise, de façon à relever des pics de trafic inhabituels ou des choses qui se passeraient qui n'ont pas pour habitude de se dérouler sur votre site, si vous n'avez pas un monitoring précis, ça va être difficile de prévoir des tentatives de hack et donc de mettre un terme à une attaque en cours par exemple. Donc très important, un mauvais hébergement vous expose potentiellement un peu plus à du hack, à des tentatives de piratage. Enfin, un mauvais hébergement, en fonction, dans la partie hack du mauvais hébergement, vous allez être hébergé. Vous allez augmenter le risque de hack. Plus il y aura de sites hébergés sur le même serveur, sur la même machine, sur la même adresse IP que votre site, plus vous vous exposez au risque de hack, puisque forcément, si vous êtes 1000 sites à utiliser la même machine, la même adresse IP, si le serveur n'est pas correctement en plus mis à jour, il est possible qu'un hacker qui arrive à s'introduire sur le site d'un de vos voisins dont vous n'avez sur lequel vous n'avez aucune autorité et dont vous ne soupçonnez peut-être même pas l'existence, si un hacker arrive à s'introduire sur un site voisin, il est possible qu'il remonte dans l'arborescence du serveur. Bon là on est dans des cas quand même extrêmement rares, mais à savoir que c'est quand même possible, remonte dans l'arborescence du serveur pour redescendre sur votre espace disque qui a été alloué à votre site, et donc vous exposez d'autant plus à des risques de hack et vous pourriez devenir une victime collatérale de quelque chose qui s'est passé à côté de votre site, bien que cet autre site n'ait aucun rapport ni aucun lien direct, si ce n'est le serveur et l'hébergement, avec votre site. Donc voilà, vous exposez, si vous êtes sur un mauvais hébergement, vous augmentez votre risque de hack. Enfin, troisième chose, on a parlé de la réputation de l'adresse IP. Donc là, c'est une chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est-à-dire que quand vous êtes hébergé sur un serveur, quand votre site est hébergé sur un serveur, alors on va vulgariser, hein, s'il y a des techniciens qui m'écoutent, ils vont peut-être s'arracher les cheveux, mais le but c'est pas de devenir un spécialiste de l'infogérance, c'est plutôt de comprendre comment fonctionne un hébergement, un nom de domaine, une adresse IP. Il faut savoir que la machine, donc le serveur sur lequel vous avez un espace d'hébergement, donc un petit espace du disque dur qui est présent physiquement sur la machine, votre nom de domaine va être relié à une adresse IP. Cette adresse IP, c'est un petit peu la plaque d'immatriculation de votre voiture. Un ou plusieurs domaines peut correspondre une ou plusieurs adresses IP. Si maintenant vous êtes sur une adresse IP que vous ne maîtrisez pas tout simplement parce que l'adresse IP est partagée entre plusieurs centaines, voire milliers, voire dizaines de milliers, comme parfois ça arrive, d'autres sites, eh bien vous êtes plusieurs milliers à être entre guillemets responsables de la réputation de l'adresse IP. Et bien entendu, vous dans votre coin, vous n'avez aucune maîtrise de ce que font les autres avec la même adresse IP que votre site. Donc, vous pouvez par exemple, quand on parle de réputation d'adresse IP, vous pouvez être sur une IP qui a été ou qui est utilisée par l'un de vos voisins pour héberger du contenu pour adultes par exemple, à savoir que ce genre de contenu est généralement présent dans ce qu'on appelle des blocklists, des listes de blocage de contenu qui sont utilisées par les différents moteurs de recherche pour filtrer un petit peu les résultats dans les résultats de recherche tout simplement, à savoir que si vous êtes sur une adresse IP qui est flaguée par une blocklist et que Google utilise cette blocklist pour filtrer les résultats et les sites qui apparaissent dans les résultats de recherche, eh bien vous avez plus de chances ou de risques plutôt de ne pas apparaître en bonne position puisque vous serez sur une IP qui a une mauvaise réputation ou une réputation un petit peu tendancieuse et qui ne peut pas être exposée à la vue de tous, notamment des plus jeunes. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, vous risquez d'être hébergé sur une IP
qui est flaguée comme émettrice de spam. Ça, encore une fois, c'est la même chose. Vous n'avez aucune maîtrise sur ce que font vos voisins ou sur ce qui a été fait précédemment via cette adresse IP. Donc si vous avez un trop grand partage de l'adresse IP, vous vous exposez d'autant plus à des risques liés à la réputation de cette IP. Et ensuite, voilà, vous êtes il y a différentes blocklists, donc l'hébergement de contenu pour adultes, le spam, l'hébergement ou la propagation de spyware, de botnet, etc., etc. Bref, la réputation de l'adresse IP, c'est vraiment important en ce qui concerne la qualité la qualité de perception de votre site, notamment par Google. Là, on est vraiment sur le vecteur bot Google et non pas sur le vecteur expérience utilisateur, puisque lui, l'utilisateur final, n'a aucune idée de la réputation de votre adresse IP. Et peut-être que même vous, de votre position de chef d'entreprise et de webmaster, vous ne saviez même pas qu'il y avait une réputation, une notion de réputation des adresses IP. Maintenant vous le savez, donc la réputation de l'adresse IP c'est quand même important. Autre chose en ce qui concerne l'adresse IP, vous n'allez pas pouvoir intervenir si vous êtes sur un mauvais hébergement, vous n'allez pas pouvoir intervenir sur la géolocalisation de cette adresse IP. Par exemple, si vous êtes en France, vous hébergez votre site e-commerce sur un serveur, peu importe où est localisée physiquement la machine, que vous ciblez un marché français, si vous avez une IP qui est géolocalisée en Allemagne, par exemple, comme c'est le cas de toutes les adresses IP des hébergements mutualisés d'un célèbre hébergeur, que je ne citerai pas parce que le but c'est pas de faire de la pub ou de dénigrer tel ou tel hébergeur, mais si vous avez une mauvaise géolocalisation par rapport à votre marché, potentiellement, vous vous exposez, alors il n'y a rien d'officiel là-dessus, mais ça paraît encore une fois logique, vous vous exposez à ne pas figurer dans les bonnes positions des résultats de Google si votre géolocalisation n'est pas correcte ou ne correspond pas logiquement au marché que vous visez. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. Google va préférer positionner en tête de ses résultats des sites qui sont correctement géolocalisés, donc notamment en France pour un site qui vend des produits à des Français ou à un marché principalement français, plutôt qu'un site qui serait hébergé en Allemagne ou, je ne sais pas, en Angleterre, aux États-Unis, etc., etc. Donc il y a un outil qui permet de regarder un petit peu la réputation de l'adresse IP, le nombre de domaines qui est hébergé sur la même adresse IP que vous. C'est un site qui s'appelle, il y a une extension Chrome et Firefox je crois, moi en tout cas j'utilise l'extension Chrome, qui s'appelle, le site c'est dnslytics.com, qui vous donne tout un tas d'informations. Donc il y a une version gratuite et une version payante. La version gratuite sera amplement suffisante pour vérifier vous la qualité de votre hébergement. Je mettrai le lien direct vers l'outil comment dire, on en a déjà parlé en plus de cet outil-là dans les notes de l'épisode, mais vous pouvez aller sur le site dnslytics.com et vous pourrez regarder, fouiller un petit peu, voir la localisation de votre adresse IP, la qualité de votre hébergement, si vous êtes nombreux ou pas à utiliser la même adresse IP, et en déduire la qualité de votre hébergement actuel. Donc pour en revenir plus généralement à quel hébergement pour son e-commerce, il faut savoir qu'il existe 3 types d'hébergements. Les hébergements qu'on appelle mutualisés, les hébergements dédiés et les hébergements que moi j'appelle privés. Et donc on va voir un petit peu les particularités, les avantages, inconvénients de chacun. On va voir que ça peut, vous allez, dès la fin de cet épisode, pouvoir regarder ou déduire le type d'hébergement sur lequel vous êtes et en déduire la qualité de votre hébergement et faire peut-être en sorte d'améliorer ce point. Donc les hébergements mutualisés ont le gros avantage, donc c'est en général quand on se lance en e-commerce, c'est ce type d'hébergement vers lequel on se tourne, tout simplement parce que c'est le plus populaire et ils sont distribués par tous les hébergeurs, que ce soit OVH, One&One, Amen, PHPNet, etc., etc. Il y a vraiment l'offre mutualisée est vraiment très populaire et pour cause, d'une part, elle est extrêmement rentable pour les hébergeurs, pour les entreprises qui proposent ce genre d'offre, et en plus, elle est très peu onéreuse pour les utilisateurs finaux que vous êtes. Donc voilà, le gros avantage du mutualisé, c'est que c'est pas cher, de l'ordre de quelques euros par mois, 1, 2, 3, 4, 5, 10 euros par mois, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Par contre, attention, on va voir qu'il y a des inconvénients. Ensuite, le gros avantage, c'est que c'est facile à installer. Il n'y a rien à installer. Vous prenez un abonnement et ça fonctionne. Donc ça, c'est quand même bien. Vous n'avez plus qu'à transférer vos fichiers sur l'espace FTP, l'espace web d'hébergement qui vous a été communiqué.
et votre site est en ligne. Vous n'avez pas besoin de connaissances techniques pour mettre en place ce type d'hébergement. Vous suivez simplement la procédure qui est indiquée par l'hébergeur, bien que la procédure se résume le plus souvent à simplement commander un hébergement, rentrer votre numéro de CB, donc vous abonner, et à partir de là, vous recevez un mail dans lequel vous avez tous vos identifiants et mots de passe pour vous connecter et transférer vos fichiers. À partir de là, ça fonctionne. Par contre, attention, au niveau des inconvénients, là, il y en a un grand nombre, à savoir le risque élevé de tout ce qu'on vient de voir. Donc le risque d'avoir un serveur et un site qui est lent, le risque de s'exposer à des tentatives de piratage quand même régulières, le risque d'avoir une adresse IP ayant une mauvaise réputation, et donc le risque de voir son SEO, son référencement pénalisé entre guillemets à cause de tous ces facteurs de partage qu'on a évoqués juste avant. Ensuite, vous allez avoir, comme on vient de le voir, dans la plupart des cas, dans 9 cas sur 10, de mauvaises performances, tout simplement parce que vous êtes plusieurs. L'hébergement est mutualisé, donc mutualisé, qui dit mutualisé dit partagé, donc vous allez partager les ressources d'un serveur, d'une machine, et donc vous allez avoir des performances moindres, ce qui est tout à fait logique, mais aussi le coût étant tellement bas que vous ne pouvez pas avoir des performances élevées pour un coût dérisoire. Ensuite, vous n'allez pas avoir de possibilité de configurer avec précision l'hébergement par rapport à votre site, à ses éventuelles fonctionnalités et spécificités. Donc vous allez devoir rentrer dans le moule de la standardisation, à savoir voilà, votre site, si vous n'avez pas besoin de paramétrer des choses autres que ce qui est natif sur PrestaShop pour parler de cette solution-là, ça fonctionnera, vous n'aurez pas besoin de configuration, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le paramétrage et les performances notamment de votre site, que ce soit au niveau du système de cache ou autre, à savoir que sur un hébergement mutualisé, ce ne sera pas possible ou alors de façon exceptionnelle. Ensuite, vous allez, en inconvénient, vous allez exposer le risque d'avoir une mauvaise délivrabilité des emails transactionnels qui seront envoyés par votre site, puisque ces emails transactionnels seront envoyés, sauf configuration particulière de votre part, mais seront envoyés dans la majorité des cas par la fonction PHP, la fonction mail de PHP, et donc envoyés par l'adresse IP du serveur sur lequel vous êtes hébergé. Et en faisant en passant par le serveur sur lequel vous êtes hébergé, eh bien vous êtes totalement dépendant de la réputation de l'adresse IP. À savoir que si votre adresse IP a mauvaise réputation, vous aurez un mauvais taux de délivrabilité, c'est-à-dire tout simplement que vos mails n'arriveront pas ou arriveront en spam chez vos destinataires. Donc c'est un petit peu embêtant quand on fait du e-commerce d'être tout de suite catalogué comme spammer alors que ce n'est pas le cas réellement. Ensuite, une offre de mutualisation, d'hébergement mutualisé ne vous propose généralement pas de services tiers, de services associés comme les indispensables backups, les sauvegardes. Il faut absolument avoir des sauvegardes de vos contenus. Pourquoi ? Parce que même si votre hébergement est proposé par un gros hébergeur comme OVH, One and One ou autre, il est possible qu'un disque dur, qu'une machine ou qu'un data center prenne feu, crame, grille, tout simplement, qu'il y ait un accident. Et donc si vous n'avez pas de sauvegarde, eh bien vous ne pourrez pas restaurer vos contenus et vous aurez tout perdu. Si vous avez une offre de sauvegarde qui est inclue à votre offre d'hébergement mutualisé, vérifiez à ce que cette sauvegarde soit externe à votre hébergement, soit externalisée. Pourquoi ? Si vous stockez vos fichiers sauvegardés sur la même machine qui héberge votre site, ça sert absolument à rien, puisque dans le cas d'un incendie, on va prendre le cas peut-être pas le plus improbable, mais le plus rare, en tout cas à ma connaissance, dans un cas d'incendie, eh bien c'est votre machine qui brûle, et bien que vos données en production brûlent, vos backups, s'ils sont sur la même machine, vont également brûler, donc ça ne sert strictement à rien. Un backup idéal, c'est un backup déjà qui se réalise plusieurs fois par jour, 2 fois c'est plutôt correct. Vous allez réaliser ces sauvegardes et envoyer ces sauvegardes sur d'autres machines qui, si possible, sont même dans d'autres centres de données, dans d'autres data centers. Donc voilà, vérifiez la présence de backup, de réalisation de backup. Alors après, vous pouvez le faire manuellement, depuis le back-office de PrestaShop. Périodiquement, vous allez sur votre back-office, vous sauvegardez, vous téléchargez vos fichiers, vous les mettez sur votre ordinateur. Là, on est dans le cas d'un backup externalisé. C'est un petit peu fastidieux parce que dans l'idéal, il faudrait faire ça 1 à 2 fois par jour. Donc c'est un petit peu compliqué de faire ça manuellement, mais c'est mieux que rien de le faire de temps en temps. Ensuite, les hébergements dédiés, donc là, comme son nom l'indique, la machine va être dédiée à votre activité, à votre site. Donc là, on est dans le top du top.
Vous ne pouvez pas avoir mieux. Par contre, ça va nécessiter des ressources. Ça n'a plus rien à voir avec l'offre précédente. C'est-à-dire qu'on parle des deux extrêmes. Là. Le mutualisé et le dédié, c'est totalement aux opposés. Ils s'opposent complètement. Là, vous allez avoir des performances optimales puisque 100% des ressources de la machine vont être dédiées à votre site. Sur la machine, il n'y aura que votre site ou en tout cas vos sites que vous aurez choisi d'y mettre. Et donc, au niveau des performances, vous aurez la jouissance de toutes les possibilités de la machine. Donc là, c'est vraiment optimal. C'est ce qu'il y a de mieux. On ne va pas se le cacher, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Vous allez pouvoir configurer avec précision, avec extrême précision, votre serveur pour qu'il s'adapte à votre site et non l'inverse. C'est-à-dire que dans l'exemple du mutualisé, c'est votre site qui doit s'adapter aux possibilités de l'hébergement, puisque l'hébergement est partagé avec des milliers de sites, donc voilà, ils font une personnalisation, enfin une configuration pardon, un petit peu standard, mais c'est votre site qui doit s'adapter. Dans le dédié, dans le cas du dédié, c'est le serveur qui va s'adapter à votre site. Et là, on arrive à des possibilités de configuration qui sont quand même extrêmes et exceptionnelles et qui permettent d'arriver à des niveaux de performance qui sont inégalables en mutualisé. Ensuite, vous allez de ce fait pouvoir améliorer et garantir un taux de délivrabilité de vos mails transactionnels puisque vous serez tout seul à être responsable de la réputation de votre adresse IP puisque vous serez le seul site et le seul domaine hébergé sur cette adresse IP. Donc si l'adresse IP a mauvaise réputation, c'est que vous aurez eu de mauvaises actions et une mauvaise utilisation de votre serveur ou de votre site, de votre adresse IP qui pourrait engendrer une mauvaise réputation. Mais hormis cela, vous n'êtes pas dépendant des actions de voisins, puisque vous n'aurez pas de voisins, vous serez tout seul. Et comme je viens de le dire, la machine vous sera entièrement dédiée. Donc vous serez responsable, entre guillemets, de cette machine qui sera en location. Hein. Là, on parle de la location de serveurs dédiés, on ne parle pas de l'achat d'une machine. Là, c'est encore autre chose. Ça n'a plus vraiment d'intérêt vu les offres qui sont proposées par les différents hébergeurs, que ce soit en dédié ou en mutualisé d'ailleurs. Mais voilà. Par contre, le gros inconvénient, c'est que ce genre de mise en place coûte très cher. Puisqu'un serveur, là où un serveur mutualisé va coûter par exemple 5 € par mois, un dédié pourra vous coûter 60, 70, 80, 90 € par mois ou plus. Donc on n'est pas du tout dans le même budget. À savoir qu'il va également falloir avoir des connaissances techniques, puisqu'une machine dédiée, il va falloir installer tout l'environnement qui va permettre au serveur de fonctionner et d'afficher vos pages web sur le web. Donc il va falloir des connaissances techniques ou prendre les services de quelqu'un qui va pouvoir faire cela pour vous. Donc là aussi ça coûte de l'argent, donc on n'est pas dans la solution la plus économique, on est dans la plus performante ou dans des possibilités de performance plus avancées. Par contre le coût va être beaucoup plus élevé. Ensuite, comme je viens de le dire, le serveur va devoir être installé, l'environnement qui va permettre à votre serveur de fonctionner correctement et d'être optimisé, et puisqu'il ne suffit pas d'installer, il faut aussi optimiser les réglages par rapport à votre site, puisque là on est dans le cas de la machine qui s'adapte au site et non l'inverse. Donc il va falloir prendre les services d'un infogérant ou d'un admin système ou autre qui va installer ce qu'il faut sur votre serveur pour que ça fonctionne correctement. Ensuite, il va falloir régulièrement mettre en place les mises à jour qui seront distribuées par les différentes distributions. Si vous êtes sur une distribution Debian par exemple, il va falloir suivre ce qui est fait par cette distribution, par les développeurs de cette distribution, et mettre à jour régulièrement votre serveur pour garantir la sécurité, maintenir un service optimal et un fonctionnement optimal de votre site. Donc ça, les mises à jour, encore une fois, si vous ne savez pas le faire, à chaque fois, à savoir qu'en général, il y a plusieurs mises à jour par mois, donc il va falloir à chaque fois prendre les services, avoir recours aux services d'un tiers, si vous n'êtes pas infogérant vous-même, d'un infogérant pour effectuer ce genre de manipulation. Si vous faites les choses de la mauvaise façon, vous risquez aussi de cracher votre serveur et donc de perdre votre site. Donc il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. Ensuite, il va falloir monitorer l'activité de votre serveur pour pallier à toute défaillance, toute tentative de hack. Donc c'est vraiment un suivi. Le dédié, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en termes de solutions d'hébergement, de performance, de paramétrage, de configuration. Par contre, c'est aussi ce qui est le plus onéreux, puisqu'il va falloir déployer des ressources bien plus supérieures au reste des solutions. Et enfin, la troisième solution, c'est ce que moi j'appelle les solutions privées. Donc dans les solutions privées, ça va être un petit peu des solutions hybrides entre le mutualisé et le dédié. C'est-à-dire que vous allez passer par exemple par un prestataire
qui va lui-même avoir sa propre infrastructure de serveurs dédiés, donc un ou plusieurs serveurs dédiés, et sur ces serveurs dédiés, il va héberger ses propres clients. À savoir qu'un prestataire qui a recours à ce genre de pratique va avoir tout intérêt à garantir la qualité des clients qu'il héberge, puisque potentiellement ça pourrait impacter les voisins qui sont également hébergés sur l'infrastructure. Donc pour moi, cette solution, c'est la solution hybride qui est la plus intéressante, que ce soit en termes de performance, de configuration et de coût, puisque vous allez pouvoir d'un côté obtenir des performances élevées et des possibilités de configuration assez élevées, puisque le prestataire, lui, a totalement la main mise sur l'hébergement qu'il met à disposition de ses clients. Et en plus, vous allez pouvoir avoir une personne dédiée à votre activité, ou comment dire, à l'hébergement de votre activité, puisque il va pouvoir configurer en fonction de votre site l'espace d'hébergement qu'il aura mis à votre disposition. Autre avantage, on retrouve exactement le même avantage que le dédié, c'est-à-dire que il va pouvoir notamment vous garantir une certaine réputation d'adresse IP, puisque comme je viens de vous le dire, il aura tout intérêt à héberger des contenus qualitatifs et éviter les mauvaises pratiques sur les adresses IP qu'il met à disposition de ses clients, sous peine de faire subir à ses autres clients les mauvaises pratiques d'un de ses clients. Donc voilà, vous avez en gros les avantages du dédié et du mutualisé en une seule solution, qui est la solution d'hébergement privé, et notamment au niveau du coût également, puisqu'un prestataire qui va avoir ce genre d'offre à vous proposer vraisemblablement réalisera un certain volume chez l'hébergeur avec lequel il est partenaire, et donc pourra vous faire profiter des performances d'un dédié à un coût moindre et les connaissances en moins, puisque c'est lui qui prendra généralement en totalité la gestion de l'infogérance, de l'installation du serveur, des mises à jour, du monitoring. Il pourra également vous proposer des solutions de backup dans une offre tout inclus, all inclusive, donc ça à voir avec les différents prestataires. Le seul inconvénient que moi je vois, si on doit trouver un inconvénient à ce genre de solution, c'est qu'effectivement, contrairement au dédié, la machine n'est pas totalement dédiée à votre site, puisque comme on vient de le voir, l'hébergement est privé, mais sur une machine qui est dédiée à un prestataire, ce prestataire va installer plusieurs sites de ses clients, et donc la machine sur laquelle sera votre site contiendra d'autres sites qui seront sous-entendu qualitatifs, ou en tout cas qui n'auront pas de mauvaises pratiques, puisque dans la plupart des cas on parle de quelques dizaines de sites hébergés et non pas quelques milliers ou centaines de milliers comme c'est parfois le cas chez Cloudflare ou d'autres hébergeurs un petit peu exotiques. Donc voilà, vous avez les avantages du dédié dans tout ce qui touche aux performances, aux possibilités de configuration, de délivrabilité de mail, de réputation d'adresse IP, d'infogérance, et tous les avantages du mutualisé, à savoir qu'on est sur un coût moindre qu'un dédié, donc relativement bon marché, aucune connaissance technique, aucune installation à réaliser, le risque de hack, de réputation est limité, puisque je viens de vous expliquer pourquoi. Donc voilà, pour moi, la solution d'hébergement privé, c'est le meilleur compromis pour démarrer dans le e-commerce. Et ensuite, si vous avez des résultats probants, que votre activité grossit, il sera toujours possible avec ce genre de solution de faire évoluer votre offre en même temps que votre activité, contrairement à du mutualisé dans lesquels il faut... on n'est pas du tout sur les mêmes concepts. Donc je récapitule, 3 types d'hébergement: mutualisé, privé, dédié. Mon coup de cœur va plutôt sur l'hébergement privé, puisque ça permet d'allier le performant à moindre coût. Donc voilà. Donc maintenant, je vous laisse aller voir sur les notes de l'émission. Donc on sera sur l'épisode numéro, que je ne vous dise pas de bêtises, je suis en train de regarder en direct, on sera sur l'épisode numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On sera sur, en tapant marketing301.net/9, vous accéderez aux notes de l'émission dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver les liens vers les différents outils que je vous ai cités pendant cet épisode. Maintenant, si vous voulez trouver un prestataire qui propose des solutions d'hébergement privé, je vous invite directement à aller sur Google, comme ça c'est totalement transparent. Vous cherchez par exemple, si vous êtes sur la solution PrestaShop, vous cherchez hébergement PrestaShop et vous regardez un petit peu les résultats de Google. Alors évitez les hébergeurs
bien connus comme OVH, LWS, qui vont ressortir des résultats de recherche, ce qui est logique. Ils sont quand même assez populaires. Cherchez dans les résultats une agence web, une agence marketing qui propose des hébergements privés spécialisés dans PrestaShop et regardez un petit peu ce que ce genre de prestataire peut vous proposer et comparez avec votre hébergement actuel et vous verrez si cela peut vous intéresser ou pas. Et donc vous pourrez ainsi améliorer potentiellement les performances de votre site e-commerce. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Nous sommes aujourd'hui mardi. Une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un prochain épisode. Alors, je ne sais pas exactement de quoi on va parler la semaine prochaine. Je vais essayer de trouver un sujet un petit peu différent de ce qu'on a fait jusque-là. En attendant, si vous avez des retours d'expérience, si vous avez des questions, si vous voulez parler de votre hébergement ou que vous posez différentes questions qui n'ont pas été abordées dans cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans les notes de l'épisode. Donc en vous rendant sur le site marketing301.net j'ai oublié le numéro de l'épisode, je recommence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc épisode numéro 9, donc sur marketing301.net/9, laissez un commentaire, si vous pouviez également, ça permettrait au podcast de monter dans les résultats sur iTunes. Si vous pouvez me laisser un commentaire si vous êtes satisfait de cet épisode, si vous avez encore une fois des questions, laissez-moi un commentaire, une évaluation, une note, 5 étoiles si possible, dans les évaluations iTunes, ce serait vraiment super sympa. J'ai d'autres projets aussi pour ce podcast qui vont arriver, je vous en parlerai la semaine prochaine probablement, notamment au niveau de l'engagement que vous pouvez avoir avec le podcast, à savoir qu'il y a de plus en plus d'écoutes, donc ça c'est vraiment super. Je remercie un petit peu toutes les personnes qui écoutent les épisodes. C'est un podcast relativement récent, hein. On a commencé cet été à mettre en ligne le podcast Marketing 301. Je suis avide de commentaires et de retours pour savoir ce qui vous plaît, ce qui vous agace peut-être un petit peu, les sujets que vous aimeriez voir abordés dans les épisodes à venir. Voilà. Laissez-moi vos retours. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dès mardi prochain dans un nouvel épisode.